10 hommes furent emmenés à la potence à Nuremberg. Un d'eux fut Alfred Jodl, chef d'opération du haut commandement de la Wehrmacht. Ses dernières paroles, avant de tomber par la trappe, furent « Je te salue, mon éternelle Allemagne ». Jodl ne fut pas un commandant de champ, mais l'engrenage qui convertit les ordres de Hitler en directives militaires. Depuis son bureau sortirent des documents qui autorisèrent des exécutions sommaires, des représailles contre des civils et une coopération avec les SS. Sa signature figurait dans l'ordre des commissaires et dans l'ordre des commandos, 2 instructions qui éliminèrent toute protection aux prisonniers et soldats ennemis. Pour le tribunal de Nuremberg, il n'était pas un simple transmetteur, il était un responsable direct. Pourquoi termina-t-il à la potence aux côtés des leaders nazis? Était-il un simple soldat qui obéissait ou quelqu'un qui décidait? Qu'est-ce qui le convertit en un des visages du crime de guerre? De Würzburg au Reichswehr, la naissance d'un soldat. Le 10 mai de 1890, dans la ville bavaroise de Würzburg, naquit Alfred Joseph Ferdinand Jodl. Son origine fut marquée par les conventions sociales de l'époque. Il était fils extramatrimonial du capitaine d'artillerie Johannes Jodl et de Thérèse Baumgartler, d'ascendance paysanne. Dans la rigide structure de la société allemande, cette condition représentait un obstacle pour l'enfant. Ce ne fut qu'en l'an 1899, quand son père abandonna le service actif et contracta mariage, qu'Alfred put porter officiellement le nom de famille paternelle. L'ambiance familiale reflétait un double profil. D'un côté, la tradition militaire était fermement représentée dans la figure de son père et dans la carrière que plus tard suivrait son frère Ferdinand, né en 1896 et destiné à devenir général de la Wehrmacht. D'un autre côté, l'oncle Friedrich Jodl, philosophe et pédagogue à l'université de Vienne, apportait une dimension académique qui contrastait avec l'orientation militaire du reste de la famille. Cette combinaison d'influences offrit au jeune Alfred un environnement où la discipline militaire et la pensée intellectuelle coexistaient. Durant son enfance, il assista à l'école primaire à Würzburg et, postérieurement, continua ses études à Munich, au Thérésien Gymnasium. Sa performance académique fut marquée par la constance et la méthode, plus que par l'éclat exceptionnel. En 1903, il entra dans le Kadettenkorps de Munich, institution destinée à préparer des jeunes pour la carrière militaire. Là, il acquit une formation rigoureuse en valeurs d'obéissance, hiérarchie et service. Ses instructeurs le décrivaient comme un cadet discipliné et fiable, qualité qui le convertissait en un candidat adéquat pour l'officiat. En juillet de 1910, avec 20 ans d'âge, il s'incorpora comme aspirant au 4e régiment d'artillerie légère de l'armée bavaroise, avec base à Augsbourg. L'année suivante, il fut envoyé à l'école de guerre de Munich, où il approfondit en connaissances techniques sur l'artillerie et la tactique. Cette période formative résulta décisive pour sa carrière, car elle le prépara pour coordonner des opérations de feu indirect et pour manier les complexités logistiques qu'impliquait l'artillerie moderne. Le 28 octobre de 1912, il reçut le brevet de lieutenant, consolidant son entrée officielle dans le corps des officiers. Un an avant, en septembre de 1913, il avait contracté mariage avec Irma von Bullion, appartenant à une famille aristocratique bavaroise. L'union fortifia sa position sociale à l'intérieur de l'ambiance militaire, bien qu'il n'y eut pas de descendance. Le 1er août de 1914, avec l'éclatement de la Grande Guerre, l'Allemagne déclara la mobilisation générale. Jodl, avec 24 ans, se joignit à son régiment dans l'offensive initiale contre la France. Son baptême du feu eut lieu le 20 août de cette même année durant la bataille de Saarburg, dans la région de Lorraine. Le 4e régiment d'artillerie légère appuya l'avancée de la 6e armée bavaroise. Dans cette action, Jodl fut blessé à la cuisse droite par feu ennemi, ce qui l'obligea à rester hospitalisé plusieurs mois jusqu'à mars de 1915. La blessure en combat lui valut la Croix de fer de seconde classe, une décoration qui, bien qu'amplement octroyée, représentait une reconnaissance formelle à la performance sous le feu. Après sa récupération, il fut promu à lieutenant premier. En 1916, il fut destiné au front oriental, servant comme commandant de batterie dans le 72e régiment d'artillerie de campagne de l'armée austro-hongroise. Là, il affronta des conditions de guerre très distinctes de celles du front occidental. Opérations dans des espaces ouverts, problèmes logistiques par des lignes d'approvisionnement étendues
et la nécessité de mobilité de l'artillerie. Le front oriental lui proportionna une perspective opérative plus ample. Le commandement d'unités multinationales, la coordination entre troupes allemandes et austro-hongroises et les exigences du climat extrême le familiarisèrent avec des scénarios complexes. En 1917, il retourna au front occidental, s'acquittant de fonctions d'état-major. Cette expérience l'intégra dans la planification stratégique, dans l'organisation logistique et dans la rédaction d'ordres opératifs. En mars de 1918, il reçut la Croix de fer de première classe, reflet de sa performance en combat et en travaux de planification. À la fin de la guerre, avec l'armistice du 11 de novembre de 1918, Jodl était un jeune officier avec expérience en combat direct et en état-major. Il avait servi sur les deux fronts et avait été témoin de la transition depuis l'offensive initiale jusqu'à la défaite finale. Le traité de Versailles de 1919 réduisit drastiquement les capacités militaires de l'Allemagne. L'armée resta limitée à 100 000 hommes, sans service militaire obligatoire, sans artillerie lourde et sans état-major général. Des milliers d'officiers furent démobilisés. Cependant, quelques-uns furent retenus pour leur expérience et préparation technique. Jodl se trouvait parmi eux. Cette même année, il fut destiné au 22e régiment d'artillerie légère et, peu après, au 21e régiment d'artillerie à Landsberg am Lech, où il resta jusqu'à 1921, quand il fut promu à capitaine. La décennie de 1920 fut marquée par une instabilité politique et économique. L'Allemagne traversait des révoltes internes, des tentatives de coup, une inflation incontrôlée et des occupations étrangères. Dans ce contexte, le Reichswehr se maintint comme une institution professionnelle réduite et isolée, centrée sur la préservation de la discipline et sur l'entraînement d'une élite d'officiers. En 1923, Jodl assista à un cours d'aide de commandement à Berlin, et l'année suivante, il fut destiné au ministère du Reichswehr, où il se chargea de fonctions administratives liées à la réorganisation militaire. Entre 1927 et 1929, il fit partie de l'état-major de la 7e division à Munich. Postérieurement, il retourna au 7e régiment d'artillerie bavarois comme chef de batterie. Cette alternance entre fonctions de commandement direct et tâches d'état-major lui permit d'acquérir une expérience équilibrée dans les deux champs. Entre 1928 et 1932, il exerça comme professeur de tactique et d'histoire militaire à l'école de guerre de Munich. Durant cette étape, il se dédia à analyser des campagnes de la Grande Guerre, extraire des leçons opératives et transmettre à de nouvelles générations d'officiers une approche méthodologique basée sur la discipline, la planification et l'analyse systématique. En février de 1932, il fut promu à major. Cette même année, il fut nommé chef de groupe dans le département d'opération du Truppenamt, institution qui, sous apparence administrative, remplissait les fonctions d'un état-major dissimulé. Bien que le traité de Versailles interdisait formellement son existence, l'armée allemande maintenait ainsi la continuité de la doctrine stratégique et de la planification opérative. Là, Jodl se familiarisa avec l'analyse d'opérations historiques et avec l'élaboration de scénarios hypothétiques pour des conflits futurs. Dans cet environnement, il connut et établit des liens avec Wilhelm Keitel, qui plus tard deviendrait son supérieur direct durant la Seconde Guerre mondiale. Les deux partageaient un profil professionnel caractéristique du Reichswehr, officier technique, discret politiquement et engagé avec la préservation de la tradition militaire malgré les limitations du traité. Le 30 janvier de 1933, Adolf Hitler fut nommé chancelier du Reich. Cet événement transforma de manière décisive le panorama politique et militaire de l'Allemagne. Pour des officiers comme Jodl, qui avaient consolidé leur carrière dans la période de restriction, s'ouvrait maintenant un scénario d'expansion et de réarmement. Avec plus de 2 décennies de service, décoré pour sa participation à la Grande Guerre et formé dans les structures clandestines de l'état-major, Alfred Jodl se trouvait en position d'assumer de nouvelles responsabilités dans une Allemagne qui commençait à laisser derrière elle les limitations de Versailles. L'ascension dans le Troisième Reich d'officier à stratège du pouvoir. L'arrivée du régime national-socialiste modifia graduellement les conditions qui avaient restreint les forces armées allemandes depuis la fin de la Grande Guerre. Dans les premiers mois, le nouveau gouvernement impulsa un processus de coopération pragmatique avec le haut commandement militaire.
Werner von Blomberg, désigné ministre de la guerre et commandant en chef du Reichswehr, accepta de travailler de manière coordonnée avec Adolf Hitler pour assurer les ressources nécessaires à la modernisation de l'institution militaire. L'armée, qui durant 14 ans avait maintenu un profil bas sous les limitations du traité de Versailles, commença à entrevoir une expansion qui jusqu'alors semblait inatteignable. En mars de 1935, Berlin annonça l'instauration du service militaire obligatoire. La mesure, en ouverte violation des accords de paix, fut accompagnée par un changement nominal de grande portée. Le Reichswehr se transforma officiellement en Wehrmacht. Le nouveau nom reflétait non seulement une réorganisation administrative, mais aussi un programme de croissance qui projetait la capacité de mobiliser plusieurs millions d'effectifs en cas de conflit. Le réarmement avança avec rapidité, moyennant la production intensive d'avions, de tanks et d'artillerie moderne. Pour administrer ce processus, le ministère de la Guerre réorganisa sa structure interne, créant des départements spécialisés dans la planification conjointe des trois armes. En cette même année, Alfred Jodl fut transféré depuis le Truppenamt, le bureau dissimulé qui avait maintenu des fonctions d'état-major sous les limitations de Versailles, vers le nouveau Wehrmachtführungsamt, le bureau de direction de la Wehrmacht. Là, il fut nommé chef de la section de défense nationale. La promotion à colonel accompagna cette nomination, le situant dans un poste de croissante responsabilité à l'intérieur de l'appareil militaire. Ces tâches consistaient à coordonner des études et des plans qui intégraient armée, marine et forces aériennes avec l'objectif d'atteindre une doctrine opérative commune. L'expérience acquise les années antérieures dans l'élaboration de scénarios hypothétiques lui permit de s'adapter à ce défi. La guerre moderne, telle qu'elle se concevait dans la seconde moitié de la décennie de 1930, requérait une coordination étroite entre des armes de différentes natures. Le concept d'opération combinée, qui incluait l'emploi simultané d'unités terrestres, de forces aériennes et d'éléments navals, se convertit en un axe central des études d'état-major. Jodl se convertit en un des officiers chargés de donner forme à ces principes. Bien qu'à cette étape, il ne maintenait pas de contact direct avec Hitler, ses analyses arrivaient au niveau supérieur de décision et étaient valorisées comme des documents de référence pour la planification stratégique. La position qu'il occupait à l'intérieur du ministère le situait parmi les officiers avec une projection d'avenir dans le nouveau schéma. L'année 1938 marqua un point d'inflexion. Une crise interne, connue comme l'affaire Blomberg-Fritsch, modifia à la racine la structure de commandement. Le ministre de la guerre, Werner von Blomberg, fut obligé de démissionner après un scandale personnel. Werner von Fritsch, commandant de l'armée, fut écarté sous des accusations qui résultèrent infondées. Hitler profita de la situation pour dissoudre le ministère de la guerre et établir à sa place l'Oberkommando der Wehrmacht, le haut commandement de la Wehrmacht, organe directement subordonné au Führer. Wilhelm Keitel fut nommé chef de ce nouvel organisme, et la structure centralisa autour de Hitler toutes les décisions militaires. En août de 1938, Jodl fut désigné chef du département d'opération de l'OKW dénommé Wehrmachtführungsstab. Sa responsabilité consistait à convertir les directives politiques de Hitler en plans opératifs concrets et à coordonner l'exécution des opérations en cours. Le poste le situait au noyau de la prise de décision. Sa fonction n'était pas politique au sens strict, mais le convertissait en un intermédiaire essentiel entre les ordres du Führer et l'application pratique dans le champ militaire. Le premier scénario dans lequel il joua ce rôle fut la crise autrichienne. En mars de 1938, Hitler ordonna la préparation de l'annexion de l'Autriche. Le plan d'occupation, dénommé Otto, prévoyait l'entrée de divisions depuis la Bavière vers Vienne et d'autres régions clés. Jodl supervisa la rédaction des directives opératives et l'organisation logistique. Le 11 de mars, la Wehrmacht reçut l'ordre d'avancer et, le jour suivant, les troupes traversèrent la frontière. L'annexion, connue comme Anschluss, s'exécuta sans résistance significative. Le rapide résultat valida l'efficacité du nouveau système de coordination implémenté dans l'OKW. Le succès autrichien renforça la confiance de Hitler dans la capacité de son appareil militaire. Peu de mois après, en septembre de 1938, se déclencha la crise des Sudètes. L'Allemagne exigea à la Tchécoslovaquie la cession de ce territoire, habité par une population germanophone. La situation plaça l'Europe au bord d'un conflit.
L'OKW, sous la supervision de Jodl, élabora des plans d'intervention en cas de résistance tchécoslovaque. Ces documents détaillaient des opérations de pénétration depuis plusieurs directions, avec une coordination entre unités blindées, infanterie et aviation. Le 32 septembre, la signature de l'accord de Munich résolut la crise. Le Royaume-Uni et la France acceptèrent la cession des Sudètes à l'Allemagne, évitant ainsi la guerre. Bien que les plans d'invasion ne se fussent pas exécutés, la préparation démontra la capacité de l'OKW pour organiser des opérations complexes dans des délais réduits. Pour Jodl, ce fut une confirmation que la nouvelle structure fonctionnait comme un outil efficace d'expansion territoriale. En mars de 1939, l'Allemagne compléta la dissolution de la Tchécoslovaquie. Les troupes occupèrent la Bohême et la Moravie, instaurant un protectorat sous contrôle du Reich. L'OKW dirigea l'opération avec des déploiements rapides et sans affrontements pertinents. Pour Jodl, l'expérience représenta un nouvel exercice dans la traduction d'objectifs politiques en actions militaires concrètes. Les annexions de l'Autriche et de la Tchécoslovaquie amplifièrent les ressources et le territoire sous contrôle allemand. Ces opérations, exécutées avec succès, renforcèrent la perception que la Wehrmacht pouvait répondre avec efficacité aux ambitions de Hitler. À l'intérieur de l'OKW, Jodl se consolidait comme planificateur principal d'opérations, tandis que Keitel agissait comme chef administratif et liaison directe avec le Führer. La combinaison des deux postes structurait un système où les décisions politiques étaient transformées en directives militaires centralisées. Entre 1938 et 1939, le département d'opération de l'OKW réalisa des études pour des scénarios de guerre qui contemplaient des affrontements simultanés contre plusieurs puissances. Jodl rédigea des directives de déploiement stratégique, supervisa des exercices militaires et élabora des plans alternatifs face à une éventuelle intervention de la France et du Royaume-Uni. Son bureau fonctionnait comme un centre névralgique de la planification, canalisant vers les commandements militaires les ordres dérivés de la politique expansive du régime. Durant l'été de 1939, l'attention se concentra sur la Pologne. Hitler décida de résoudre par la force la question de Danzig et du corridor polonais. Les préparatifs d'invasion furent accélérés sous la coordination de l'OKW. Le 23 août, à peine une semaine avant le début des hostilités, Alfred Jodl fut nommé formellement chef d'opération de l'OKW, poste qu'il occupait déjà de facto. Avec cela, il fut établi comme une des figures centrales de la structure militaire allemande. Tandis que Keitel assumait le rôle de liaison politique et administrative, Jodl était le chargé de transformer les ordres de Hitler en plans détaillés et viables. Ce système consolidait le rôle du département d'opération comme instrument clé dans la direction de la politique militaire allemande. La combinaison de discipline institutionnelle, d'expérience d'état-major et de loyauté personnelle au Führer avait transformé Jodl en un des principaux exécuteurs techniques de l'expansionnisme du Troisième Reich. En arrivant la fin de 1939, la machinerie de guerre allemande était préparée pour un conflit de dimension continentale. Le scénario suivant se développerait sur le front polonais et avec lui s'ouvrirait une nouvelle phase dans la trajectoire d'Alfred Jodl, marquée par la guerre totale en Europe. L'architecte de la conquête, la guerre éclair au service de Hitler. Le 1er septembre de 1939, à 4h45, l'artillerie allemande ouvrit le feu contre la péninsule de Westerplatte dans la ville libre de Danzig. Avec ce tir commençait l'invasion de la Pologne, opération dénommée Casse Blanc. La planification de la campagne avait requis des mois de préparation et la coordination fut supervisée par l'état-major d'opération du haut commandement de la Wehrmacht, dirigé par Alfred Jodl. Depuis ce bureau furent élaborés les ordres qui régulaient les mouvements initiaux et la séquence de déploiement des forces allemandes. Le schéma contemplait une attaque en pince depuis plusieurs directions. Le groupe d'armées nord devait avancer depuis la Prusse orientale et la Poméranie, tandis que le groupe d'armées sud pénétrerait depuis la Silésie et la voisine Slovaquie. L'objectif stratégique consistait à encercler rapidement les forces polonaises dans la zone occidentale, empêchant leur retraite vers le fleuve Vistule, où elles pourraient organiser une défense prolongée. La coordination entre unités terrestres et l'aviation se convertit en un élément essentiel du plan, avec le but de maintenir une pression constante sur les routes de communication et les concentrations de troupes ennemies. 2 jours après le début de l'invasion,
le Royaume-Uni et la France déclarèrent la guerre à l'Allemagne. Cependant, sur le plan opératif immédiat, ne se produisirent pas d'offensives pertinentes sur le front occidental. Cette circonstance permit que les opérations en Pologne continuassent conformément à ce qui était prévu sans interférence directe de forces alliées. La Luftwaffe obtint la supériorité aérienne en peu de jours. La majeure partie de l'aviation polonaise fut détruite au sol durant les attaques initiales. Le bombardement systématique des chemins de fer et des routes rendit difficiles les mouvements de l'armée polonaise. En même temps, les divisions blindées allemandes exploitèrent les brèches créées et avancèrent avec rapidité, fermant des mouvements enveloppants qui annulèrent la capacité de manœuvre de l'adversaire. Le 28 septembre, après un siège prolongé, Varsovie capitula. En un peu plus de 4 semaines, les forces polonaises furent défaites et le territoire resta divisé entre l'Allemagne et l'Union soviétique, en accord avec les clauses secrètes du pacte signé en août entre les ministres Ribbentrop et Molotov. La campagne polonaise se convertit en le modèle de référence pour des opérations postérieures. Même quand le terme Blitzkrieg ne faisait pas partie officielle de la doctrine allemande, le patron employé combinait des attaques concentrées, une pénétration rapide de blindés, un appui aérien immédiat et l'encerclement de grandes unités avant qu'elles ne pussent établir de nouvelles lignes défensives. Depuis son bureau au haut commandement, Jodl coordonna l'application de ces principes dans les ordres qui furent transmis aux groupes d'armées. Sa fonction consistait à assurer que les directives générales de Hitler se transformassent en dispositions techniques claires pour les commandants sur le terrain. Après la victoire en Pologne, l'attention se dirigea vers la France et les Pays-Bas. Les premiers plans, élaborés en octobre de 1939, reproduisaient en essence l'avancée employée en 1914 à travers la Belgique. Cependant, la prévisibilité de ce schéma motiva des débats internes. Finalement, la proposition d'Erich von Manstein fut adoptée comme plan principal. Une avancée de force blindée à travers les Ardennes, avec l'objectif de traverser le fleuve Meuse et d'encercler les forces alliées dans le nord. Jodl participa à la coordination de ce plan, dénommé Casse jaune. Le document définitif fut approuvé en février de 1940. S'établit la synchronisation entre unités terrestres et l'aviation, incorporant des leçons obtenues en Pologne. L'offensive commença le 10 mai. Les troupes traversèrent rapidement les Ardennes et ouvrirent une brèche à Sedan. En peu de jours, elles atteignirent la côte de la Manche, encerclant l'armée britannique et plusieurs divisions françaises. Approximativement 300 000 soldats alliés réussirent à évacuer depuis Dunkerque vers la Grande-Bretagne, mais la défaite française était déjà irréversible. Le 14 de juin, Paris fut occupé et le 22 de juin fut signé l'armistice à Compiègne, dans le même wagon où 2 décennies avant l'Allemagne avait accepté sa défaite. Pour le haut commandement, la campagne occidentale représenta la confirmation que la doctrine de guerre rapide pouvait s'appliquer avec succès sur le front occidental. En parallèle, Hitler ordonna d'assurer le contrôle du nord de l'Europe. Le Danemark et la Norvège résultaient stratégiquement essentiels, car depuis le port norvégien de Narvik s'exportait le minerai de fer suédois durant les mois où la Baltique restait gelée. L'opération Weserübung fut préparée depuis l'état-major d'opération de l'OKW. L'invasion commença le 9 avril de 1940. Le Danemark fut occupé en peu d'heures sans résistance significative. En Norvège, en revanche, se produisirent des combats prolongés dans des villes portuaires, et spécialement à Narvik, où débarquèrent des forces britanniques et françaises. L'opération exigea une coordination précise entre la marine, l'aviation et l'armée, avec des débarquements simultanés à Oslo, Bergen, Trondheim et Stavanger. Bien que l'intervention alliée représentât un obstacle, l'offensive allemande en France obligea les Britanniques à évacuer la Norvège en juin, laissant le pays sous contrôle allemand. La campagne norvégienne se distingua par sa complexité logistique et par la nécessité de synchroniser des opérations sur plusieurs fronts maritimes et terrestres. Depuis l'OKW, Jodl supervisa des directives qui régulaient la simultanéité des actions. Le succès permit d'assurer les approvisionnements stratégiques de fer et établit des bases avancées dans l'Atlantique Nord. Durant ces mois de victoires successives, le travail de coordination s'amplifia au-delà du militaire. Le ministère de la propagande de Joseph Goebbels utilisait les bulletins d'opération transmis depuis l'OKW pour élaborer des communiqués officiels.
Les réunions conjointes entre l'état-major d'opération et la propagande cherchaient à garantir une cohérence entre la réalité militaire et l'image projetée à l'opinion publique. Le flux d'informations était contrôlé soigneusement, soulignant les succès et minimisant les revers. Bien que la responsabilité de la propagande incomba à Goebbels, le bureau de Jodl se convertit en un canal indispensable pour fournir les données initiales. Après la capitulation française, Hitler concentra son attention sur l'Union soviétique. Depuis l'été de 1940 s'initièrent les études pour une offensive à l'Est. L'opération recevrait le nom de Barbarossa. L'objectif général était de détruire l'armée rouge dans la zone occidentale du pays et d'assurer le contrôle des ressources agricoles de l'Ukraine et des gisements pétrolifères du Caucase. Le 18 décembre de 1940, Hitler signa la directive numéro 21. Le document établissait l'offensive sur 3 axes principaux: le groupe d'armées nord vers Leningrad, le centre vers Moscou et le sud vers Kiev. Se concevait une campagne de semaines basée sur la vitesse et sur l'application amplifiée des principes qui avaient donné du succès en Pologne et en France. Depuis le département d'opération de l'OKW, Jodl participa à la rédaction des directives opératives. Son bureau devait coordonner les ordres qui transformaient les intentions générales du Führer en dispositions spécifiques pour les commandants sur le front. Dans ces préparatifs s'observa la magnitude inédite du défi: de vastes distances, des ressources industrielles dispersées et des conditions climatiques extrêmes. Au printemps de 1941 commencèrent à s'émettre des dispositions qui transcendaient la logique militaire conventionnelle. Une d'elles fut l'ordre des commissaires, élaboré en mai, qui stipulait l'exécution immédiate des commissaires politiques soviétiques capturés. Le document portait la signature de Keitel et l'approbation opérative du département de Jodl, ce qui le convertissait en transmetteur d'ordre qui liait la planification militaire avec des objectifs idéologiques. L'offensive fut programmée initialement pour mai de 1941, mais des retards logistiques et la nécessité d'intervenir dans les Balkans obligèrent à la postposer. Le 22 juin commença finalement la plus grande opération militaire de l'histoire contemporaine. L'état-major d'opération de l'OKW, sous la direction d'Alfred Jodl, dirigeait la phase initiale de cette campagne qui ouvrirait une étape complètement nouvelle dans la guerre. Guerre à l'Est, la machinerie de l'extermination. À l'aube du 22 juin de 1941, 3 millions de soldats allemands et des États alliés de l'Axe traversèrent la frontière vers l'Union soviétique sur un front qui s'étendait depuis la mer Baltique jusqu'à la mer Noire. L'opération Barbarossa se convertit en l'offensive terrestre la plus étendue de l'histoire militaire moderne, dépassant en échelle et en ambition toutes les campagnes antérieures de la Wehrmacht. Depuis sa position au haut commandement de la Wehrmacht, Alfred Jodl avait coordonné durant des mois la planification opérative. Les directives émanées de son bureau régulaient les mouvements des 3 grands groupes d'armées, le nord vers Leningrad, le centre vers Moscou et le sud avec des objectifs à Kiev et postérieurement dans le Caucase. Le plan général cherchait la destruction rapide de l'armée rouge dans la zone occidentale soviétique, suivie de l'occupation des principaux centres industriels et politiques. L'attaque commença avec un bombardement massif sur les aérodromes soviétiques qui détruisit au sol une grande partie de l'aviation ennemie durant les premières heures. La supériorité aérienne allemande permit que les divisions blindées avançassent avec un appui constant de la Luftwaffe, suivant un patron opératif qui avait montré son efficacité en Pologne et en France. Dans les premières semaines, des centaines de milliers de soldats soviétiques furent encerclés dans de grandes poches à Białystok, Minsk et Smolensk. Le rythme d'avancée semblait confirmer les prévisions d'une campagne brève et décisive. Cependant, la guerre à l'Est était régie par des ordres qui transcendaient la logique militaire conventionnelle. En juin de 1941, avant le début de l'invasion, Hitler avait promulgué le dénommé Ordre des commissaires. Le document, contresigné au haut commandement et distribué par le département dirigé par Jodl, établissait que tous les commissaires politiques soviétiques capturés devaient être exécutés immédiatement après leur détention. Ces fonctionnaires du Parti communiste, assignés aux unités pour assurer la fidélité idéologique, restaient exclus de la protection des conventions internationales. La directive s'appliqua de forme systématique durant les premiers mois de la campagne, résultant en des milliers d'exécutions sommaires.
Le traitement des prisonniers de guerre soviétiques différait aussi de ce qui avait été observé dans des conflits antérieurs. Durant l'été et l'automne de 1941, le nombre de capturés atteignit des proportions gigantesques. Dans la bataille de Kiev, approximativement 600 000 soldats soviétiques furent encerclés et faits prisonniers. À Smolensk, Ouman et Vyazma-Briansk, d'autres centaines de milliers connurent le même sort. L'infrastructure allemande n'était pas préparée pour absorber des quantités si massives. Les prisonniers furent retenus dans des camps improvisés, sans provisions suffisantes, ce qui provoqua des morts massives par faim, froid et maladie. Vers la fin de cette année, des plus de 3 millions de soldats soviétiques capturés, environ 2 millions étaient décédés en captivité. Bien qu'il n'existât pas un ordre explicite qui dictât l'extermination systématique des prisonniers, le cadre idéologique de la campagne et les dispositions transmises par l'OKD facilitèrent des politiques de négligence extrême. Le bureau d'opération sous la direction de Jodl se chargeait de coordonner les transferts et de transmettre des instructions de sécurité qui établissaient la coopération entre unités de la Wehrmacht et détachements des SS. Cette coopération s'étendait à l'activité des Einsatzgruppen, unités mobiles des SS destinées à des exécutions massives de juifs, de commissaires politiques et d'autres considérés comme ennemis du régime. L'OKW émit des directives qui exigeaient aux troupes régulières de prêter un appui logistique et de sécurité à ces détachements. Ainsi, la Wehrmacht facilitait le transport, le logement et la couverture militaire pour que les Einsatzgruppen puissent opérer sans restriction dans les territoires occupés. En parallèle, la Wehrmacht reçut des instructions d'appliquer des représailles collectives contre la population civile en réponse à des actions de résistance. Les ordres transmis depuis le département de Jodl autorisaient des exécutions d'otages et la destruction de villages entiers comme réponse immédiate à toute attaque contre des troupes allemandes. En Biélorussie et en Ukraine, ces mesures se traduisirent en exécutions massives et en la dévastation de communautés rurales. En octobre de 1942, fut promulgué le dénommé Ordre des commandos. Signé par Keitel et distribué par la zone d'opération de l'OKW, il établissait que tout commando allié capturé derrière les lignes devait être exécuté sans exception, même s'il se rendait volontairement. Bien que pensée pour le front occidental, cette disposition s'appliqua aussi à l'Est, confirmant la continuité d'un patron d'ordre qui éliminait les protections traditionnelles du droit de la guerre. Pendant ce temps, les opérations principales sur le front avançaient vers Moscou. Après les encerclements de l'été, Hitler ordonna une offensive destinée à capturer la capitale soviétique avant l'arrivée de l'hiver. L'opération Typhon commença en octobre de 1941. Les forces allemandes encerclèrent de grands contingents à Vyazma et Briansk, capturant des centaines de milliers de soldats. Néanmoins, l'avancée se ralentit progressivement à cause des pluies automnales, qui convertirent les chemins en bourbiers et à l'extension critique des lignes d'approvisionnement. En décembre, les forces allemandes avaient atteint des positions à moins de 30 km de Moscou, mais l'arrivée de l'hiver paralysa leurs opérations. L'armée rouge lança une contre-offensive massive qui obligea les Allemands à reculer pour la première fois depuis le début de la guerre. Dans les registres de l'OKW, Jodl informait Hitler sur l'impossibilité de continuer l'offensive, bien que les ordres depuis Berlin insistassent sur le maintien des positions sans retraite stratégique. L'hiver de 1941 à 1942 marqua le premier grand revers de la Wehrmacht. L'incapacité de prendre Moscou démontra que le conflit à l'Est ne suivrait pas le patron de campagne rapide. Les pertes s'élevèrent à des centaines de milliers et le front resta stabilisé sur une ligne étendue et difficile à soutenir. Les directives de Hitler, transmises à travers le département de Jodl, ordonnaient de résister dans tous les secteurs sans reculer. Cette politique mena à ce que des divisions entières restassent dans des positions insoutenables, subissant des pertes additionnelles par congélation et manque d'approvisionnement. Simultanément, dans les zones occupées, la Wehrmacht continua impliquée dans des tâches de répression. La persécution de partisans, la déportation de populations entières et la coopération avec les SS pour l'implémentation de politiques d'extermination idéologique se maintinrent comme partie des fonctions assignées aux troupes régulières. La guerre à l'Est intégrait de manière systématique des opérations militaires conventionnelles et des mesures répressives.
Après l'échec de l'offensive contre Moscou, Hitler décida de réorienter la stratégie pour la campagne de 1942. L'objectif principal passait à être la capture des gisements pétrolifères du Caucase et de la ville de Stalingrad, située sur les rives de la Volga. Jodl et son département participèrent à l'élaboration des directives qui régulaient l'offensive, dénommée Cap Bleu. L'opération commença en juin de 1942 avec des avancées significatives vers le Don et la Volga. Cependant, la décision de Hitler de diviser les forces entre Stalingrad et le Caucase introduisit des difficultés dans la planification. Le département d'opération transmit fidèlement les ordres, bien que les propres documents internes signalassent le risque de disperser les efforts dans deux directions stratégiques. Cette nouvelle campagne dans le sud de l'Union soviétique ouvrirait une phase distincte du conflit. Le front oriental, jusqu'alors marqué par des avancées rapides et des encerclements massifs, s'approchait d'un point d'inflexion qui modifierait de manière décisive le cours de la guerre. Effondrement et fidélité, le Reich en ruine. L'opération Bleue s'initia le 28 juin de 1942 avec l'objectif d'atteindre les champs pétrolifères du Caucase et de capturer la ville de Stalingrad. Le plan supposa la réorganisation du dispositif allemand dans le sud. Le groupe d'armée sud fut divisé en deux formations, le groupe d'armée A, chargé de l'offensive vers le Caucase, et le groupe d'armée B, orienté vers la Volga. Depuis le haut commandement de la Wehrmacht, Alfred Jodl transmit les directives de Hitler au commandant sur le terrain. Les documents de planification enregistrent qu'il avait signalé dans des communications internes le risque de diviser les forces principales en deux axes stratégiques. Mais même ainsi, il accomplit strictement la tâche de distribuer les ordres opératifs. L'obéissance aux instructions supérieures continuait de marquer sa fonction comme chef de l'état-major d'opération. Durant l'été, les troupes allemandes avancèrent avec rapidité vers le fleuve Don et en août atteignirent les accès à Stalingrad. En même temps, les formations destinées au Caucase réussirent des progrès initiaux, occupant Maïkop et Grozny, bien que sans arriver à contrôler les gisements pétrolifères dans leur totalité. L'offensive atteignit une extension territoriale considérable, mais le dispositif restait de plus en plus dispersé. À Stalingrad, ce qui avait été conçu comme une opération rapide se transforma en une bataille prolongée. Les combats urbains, développés maison par maison et édifice par édifice, consommèrent des ressources à une échelle qui dépassait toute prévision initiale. L'armée allemande resta immergée dans un affrontement d'usure pour lequel elle n'était ni préparée ni équipée. En novembre de 1942, le commandement soviétique lança l'opération Uranus. Les attaques sur les flancs, soutenues principalement par des troupes roumaines et hongroises, réussirent à encercler la 6e armée allemande à l'intérieur de la ville. Depuis Berlin, le département d'opération dirigé par Jodl transmit les ordres de Hitler qui interdisaient toute retraite ou tentative de rupture. Le commandant de la 6e armée, Friedrich Paulus, sollicita l'autorisation à de répétées occasions pour rompre l'encerclement, mais les réponses officielles insistèrent sur le maintien de la position. L'approvisionnement fut confié à un pont aérien organisé par la Luftwaffe. Dès le début, il résulta insuffisant pour soutenir une force de centaines de milliers d'hommes en conditions de siège. Le manque d'aliments, la pénurie de combustible et la baisse des températures provoquèrent une détérioration rapide de la situation. En février de 1943, la 6e armée capitula. Approximativement 250 000 soldats étaient restés encerclés. Seulement quelques milliers reviendraient en vie après des années de captivité. La défaite marqua un point d'inflexion irréversible sur le front oriental. Les registres du haut commandement montrent que Hitler rejeta systématiquement toute proposition de retraite. Le bureau de Jodl agit comme canal de transmission de ses ordres, documentant le refus de toute alternative. L'échec de Stalingrad confirma que l'initiative stratégique était passée à l'Union soviétique. En juillet de 1943, la bataille de Koursk signifia l'échec de la dernière offensive allemande de grande envergure à l'Est. À partir de ce moment, la Wehrmacht resta dans une retraite continue. La fonction de Jodl se concentra sur la coordination de la réorganisation défensive et sur la transmission des ordres de Hitler qui exigeait de résister dans toutes les positions, même quand les circonstances opératives conseillaient de reculer. En juin de 1944, l'offensive soviétique Bagration
détruisit le groupe d'armées centre. En peu de semaines, approximativement 28 divisions allemandes furent anéanties. Le front oriental s'effondra dans de larges secteurs et les réserves disponibles résultèrent insuffisantes pour fermer les brèches. Le département d'opération de l'OKW tenta de redistribuer les ressources vers les points les plus menacés, mais la magnitude de l'offensive dépassait toute capacité de réaction. Dans ce contexte d'effondrement, un secteur du corps des officiers conspira pour éliminer Hitler. Le 22 juillet de 1944, Klaus von Stauffenberg plaça une bombe dans la salle de conférence de la Tanière du Loup, le quartier général en Prusse orientale. Jodl était présente à la réunion. L'explosion causa la mort de plusieurs officiers et en blessa d'autres, y compris le propre Jodl, qui souffrit de lésions au visage et aux jambes. Il fut soigné et en peu de jours reprit ses fonctions à l'OKW. L'attentat échoua et donna lieu à une ample répression. Des milliers de suspects furent arrêtés et des centaines exécutés après des jugements sommaires. Jodl réaffirma publiquement sa loyauté au régime et resta comme un des officiers de confiance absolue de Hitler. Sa survie dans l'attentat et sa fidélité le maintinrent au noyau de commandement durant les derniers mois de la guerre. À l'automne de 1944, avec l'avancée soviétique vers le nord de la Norvège, Hitler ordonna d'appliquer une politique de terre brûlée. Le 28 octobre, Jodl signa un télégramme qui ordonnait d'évacuer la population à l'est du fjord de Lingen et de détruire de forme systématique toute infrastructure. Cette opération dénommée Aurore boréale provoqua l'évacuation forcée de plus de 40 000 civils et la démolition de villages, routes, ponts et ports. La population déplacée souffrit de conditions extrêmes durant l'hiver arctique. Le 30 avril de 1945, Hitler se suicida dans son bunker à Berlin. Karl Dönitz fut désigné comme successeur et forma un gouvernement provisoire à Flensburg. Sa stratégie consistait à se rendre aux alliés occidentaux et à continuer de résister face à l'Union soviétique le temps suffisant pour évacuer la plus grande quantité possible de troupes et de civils vers l'ouest. Le 6 mai, Dönitz envoya Alfred Jodl négocier avec les alliés. Les conversations eurent lieu à Reims, au quartier général de Dwight David Eisenhower. Jodl proposa une reddition limitée sur le front occidental, mais Eisenhower exigea la capitulation inconditionnelle sur tous les fronts. Devant la menace de fermer le front occidental et d'empêcher des évacuations additionnelles, Dönitz ordonna d'accepter les conditions. À l'aube du 7 mai, à 2h41, Jodl signa à Reims le document de reddition inconditionnelle au nom du Haut Commandement de la Wehrmacht. L'accord établissait que la cessation des hostilités entrerait en vigueur le 8 mai à 23h01. Peu d'heures après, le commandement soviétique exigea une nouvelle signature à Berlin. La nuit du 8 mai, Wilhelm Keitel ratifia la capitulation devant le maréchal Zhukov à Karlshorst, confirmant officiellement la fin de la guerre en Europe. La trajectoire d'Alfred Jodl était passée de la planification d'offensive en expansion à l'administration de la défaite et à la signature de la reddition inconditionnelle. Sa fidélité aux ordres supérieurs le maintint au centre de la structure de commandement jusqu'au dernier jour du régime. La guerre était terminée, mais pour Jodl s'ouvrait une nouvelle phase dans laquelle son rôle durant le conflit serait examiné devant des tribunaux internationaux. Jugement à Nuremberg, de la table de commandement à la potence. Le 23 mai de 1945, à peine 16 jours après la signature de la capitulation à Reims, des troupes britanniques encerclèrent les installations du gouvernement provisoire de Karl Dönitz à Flensburg. Parmi les arrêtés se trouvait Alfred Jodl, qui avait continué d'exercer des fonctions comme chef d'opération du Haut Commandement de la Wehrmacht jusqu'à ce moment. Après une brève détention dans un camp de prisonniers, il fut transféré à Nuremberg pour affronter un jugement aux côtés d'autres hauts dirigeants du régime. Le tribunal militaire international fut établi moyennant un accord entre les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et l'Union soviétique. Sa compétence couvrait 3 catégories: crimes contre la paix, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Le procès commença formellement le 20 novembre de 1945. Jodl fut inclus parmi les 24 accusés principaux. Les accusations contre lui se divisèrent en 4 chefs d'accusation: conspiration pour commettre des crimes contre la paix, planification et conduite de guerre d'agression, crimes de guerre et crimes contre l'humanité.
Le parquet présenta des documents qui liaient directement son bureau à la transmission d'ordres contraires aux conventions internationales. Parmi eux se trouvait l'ordre des commissaires de juin de 1941, qui instruisait l'exécution immédiate de commissaires politiques soviétiques, l'ordre des commandos d'octobre de 1942, qui prescrivait l'exécution de troupes alliées capturées dans des opérations spéciales, et des directives qui autorisaient des représailles contre des populations civiles. Fut aussi inclus l'ordre signé en octobre de 1944 qui établissait l'évacuation forcée et la destruction systématique dans le nord de la Norvège. La stratégie de défense de Jodl se basa sur le principe d'obéissance due. Il allégua que son rôle s'était limité à transmettre les ordres de Hitler et qu'il manquait de capacité pour les modifier ou les rejeter. Il insista sur le fait qu'il n'avait pas participé à la formulation de décisions politiques ni à la création des directives les plus controversées. Il déclara aussi qu'il ne connaissait pas le fonctionnement des camps d'extermination, qu'il attribua à la compétence exclusive des SS. Durant le jugement, Jodl argumenta que sa signature sur des documents devait s'entendre comme un acte administratif propre à son poste, plus que comme une approbation personnelle du contenu. Son épouse, Louise von Jodl, collabora avec la défense en apportant des documents et des témoignages pour renforcer l'idée que désobéir à Hitler aurait signifié s'exposer à des conséquences extrêmes, y compris la possible exécution pour insubordination. Le parquet répondit en présentant des preuves que Jodl n'avait pas été un simple exécuteur passif. Les documents montraient qu'il avait participé à l'élaboration de plans opératifs et à la coordination de politiques qui dérivèrent en violation systématique du droit international. De plus, fut introduite l'évidence qu'en occasion, il avait exprimé des réserves sur des décisions stratégiques, comme la division des forces dans l'opération Bleue. Ce fait suggérait qu'il avait une marge pour opiner et que, par conséquent, il n'agissait pas uniquement comme un transmetteur automatique d'ordre. Le tribunal évalua que, en sa condition de chef d'opération de l'OKW, Jodl disposait de l'autorité nécessaire pour comprendre la portée des ordres et pour coordonner leur application pratique. La magnitude des mesures transmises, incluant des exécutions sommaires, des représailles collectives et une coopération avec les SS dans des déportations et des opérations de sécurité, démontrait une participation qui excédait le domaine de l'obéissance stricte. Le 1er octobre de 1946 fut émis le verdict. Alfred Jodl fut déclaré coupable sur les 4 chefs d'accusation et condamné à mort par pendaison. Avec d'autres condamnés, il sollicita la substitution de la peine par le peloton d'exécution, alléguant sa condition d'officier militaire. Le tribunal rejeta la pétition, argumentant que les crimes commis transcendaient toute considération d'honneur militaire. L'exécution fut fixée pour l'aube du 16 octobre de 1946. 11 condamnés devaient être exécutés, bien que finalement ils furent 10, car Hermann Göring se suicida en ingérant du cyanure peu d'heures avant. Le bourreau désigné fut le sergent américain John Woods. La préparation technique des exécutions a été l'objet de débats postérieurs à cause de la longueur insuffisante des chutes, qui dans plusieurs cas ne provoquèrent pas la mort immédiate par fracture cervicale, mais par strangulation prolongée. Quand son tour arriva, Jodl monta à l'échafaud installé dans le gymnase de la prison sans montrer de signe d'hésitation. Selon les registres, ses dernières paroles furent en allemand. « Je te salue, mon éternelle Allemagne !» La trappe s'ouvrit et la chute ne fut pas suffisante pour produire une mort instantanée. L'exécution se prolongea durant plusieurs minutes par asphyxie. Il avait 56 ans. Son corps fut incinéré avec celui des autres exécutés et les cendres furent dispersées dans le fleuve Isar pour empêcher qu'existât un lieu de sépulture qui pût se convertir en objet de culte politique. Des années plus tard, le cas d'Alfred Jodl redevint l'objet de débats dans l'Allemagne d'après-guerre. Le 28 février de 1953, un tribunal de dénazification à Munich déclara qu'il avait été condamné injustement comme criminel de guerre et le réhabilita posthumément. Cette décision généra une controverse tant en Allemagne qu'à l'étranger. Pour certains, elle représentait une tentative de différencier entre soldats professionnels et dirigeants politiques idéologiques. Pour d'autres, c'était une négation des preuves présentées à Nuremberg. La controverse se résolut partiellement peu de mois après. Le 3 septembre de 1953, le ministère de la Libération politique de Bavière révoqua la réhabilitation, rétablissant la validité de la condamnation originale.
Cette réversion refléta les pressions internationales et le débat interne en Allemagne sur comment affronter la mémoire du passé national-socialiste. Le cas de Joe Diehl mit en évidence les tensions autour de la responsabilité individuelle dans des systèmes autoritaires. Sa trajectoire montra comment un officier formé dans la tradition de l'état-major allemand put se convertir en l'engrenage d'un régime qui employa les forces armées pour implémenter des mesures contraires au droit international. La discussion sur sa figure continua au-delà de sa mort, reflétant des interrogations sur les limites de l'obéissance militaire et la responsabilité personnelle dans le cadre de décisions criminelles. La potence à Nuremberg, la réhabilitation temporaire et la révocation postérieure de cette mesure se convertirent en symbole de la complexité juridique et politique de l'après-guerre. Le nom d'Alfred Jodl resta lié tant à la structure militaire du Troisième Reich qu'au débat postérieur sur la justice internationale et la mémoire historique, un débat qui resterait ouvert dans les décennies postérieures.